Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo 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 B-Boy T-Rock, aka Tyromana Tupéa pour les intimes, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Et vous? Cool, Ça ça va, va, tranquille. merci. Avant de démarrer la discussion, la petite discussion d'une heure qu'on a plaisir d'avoir avec toi, je rappelle à nos auditeurs qui nous rejoignent peut-être sur cet épisode avec toi ou qui connaissent déjà le podcast depuis quelques temps, que le podcast s'appelle Sweep, donc S-W-E-E-P, et il est disponible sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Donc merci, T-Rock. Déjà, il faut t'appeler T-Rock ou Tyromana? Généralement, quand je donne mon vrai prénom, les gens ils le massacrent. Donc du coup, je préfère qu'il soit tiré. Bah, je crois Franchement, vous qu'il êtes l'a fort, bien hein. Le premier à Ouais, le il l'a bien citer, prononcé, c'est hein. bien. Ouais, je l'ai écrit derrière et tout ça pour pas me louper et tout, Tu t'inquiète. pareil. Ouais. Je te cache pas qu'on s'est On s'est entraîné à le prononcer et tout. Bon, nous, on te connaît déjà un petit peu, des battles, on s'est déjà croisés, etc. Mais est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc moi, je m'appelle, comme j'avais dit, Tupéa Tyromana. J'ai 29 ans. Je viens de Bruxelles. Ça fait 15 ans que je fais du break aujourd'hui. Et je fais majoritairement des battles en général. Je suis pas vraiment dans tout ce qui est création, tout ça, j'ai jamais essayé, donc voilà. Ok, d'accord. En 2018, tu étais en finale du Last Chance Qualifier du Red Bull, donc c'était en Autriche, si je dis pas de bêtises. Non, c'était en Suisse. Ouais, c'était en Suisse. C'était à Ouais, le Zurich. Last Chance. Ok, C'était à c'était à Zurich, celui-là. Zurich. Et donc, pour rappeler un peu aux gens le niveau que c'est la dernière étape avant d'accéder au top 16 des 16 meilleurs entre guillemets danseurs mondiaux pour participer à la plus grosse compétition de 1 contre 1. Donc toi, tu es parmi tous les danseurs qui avaient déjà gagné la qualification de leur propre pays, donc qui était, on va dire, le meilleur cette année-là de leur pays. Toi, tu t'es retrouvé à ce moment-là Exact. parmi les danseurs du monde entier aux En portes finale. d'arriver parmi les 16 meilleurs mondiaux. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours depuis quand tu as commencé le break en 2005 jusqu'à en arriver à ce stade-là, à ce niveau-là de compétition? Ben écoute, j'ai commencé en 2006. J'ai commencé la danse en 2005. En fait, j'ai commencé dans une école. À l'époque, il y avait un film qui tournait. Ça s'appelait Street Dancer, You Got Served. Je sais pas si vous avez connu. En tout cas, à Bruxelles, ça a fait un boom énorme, tu vois. Et donc là, tout le monde a commencé à danser, à faire des battles et tout, parce que le film était axé battle principalement, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé par le pop, le lock, le new style. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. C'était on va dire hip-hop freestyle, tu vois. Et puis très rapidement, je me suis tourné vers le break. Sauf que c'était un peu loin de chez moi. C'était dans un quartier assez dangereux. J'étais pas très serein, tu vois. À l'époque, Bruxelles, c'était assez dangereux aussi, parce qu'il y avait pas mal d'histoires de bandes urbaines et tout ça. Beaucoup de coups de couteau, tu sais, t'entendais toutes sortes d'histoires, et le problème, c'est qu'après, mes parents, c'était pas serein à me laisser partir là-bas, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé un peu dans cette atmosphère-là. J'ai très vite atterri à Gare du Nord parce que mon prof de l'école, de l'époque, qui s'appelle Chucky de Ocean, ils étaient très demandés, Ocean à l'époque. Tu sais, en 2005, ils bougeaient beaucoup. Du coup, nous, on avait les cours le samedi. Lui, le samedi, était jamais là. Finalement, il m'a dit, écoute, va à Gare du Nord, là-bas, t'as des b-boys, il n'y a pas de cours. C'est toi et toi-même, tu vois. Il n'y a pas d'assurance. Donc, voilà. Si tu veux y aller, vas-y. Si tu veux pas, c'est toi qui vois, tu vois. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, on va dire, parce que moi je suis timide maladif à la base, hein. Donc j'ai été là-bas, j'ai dû sécher un petit peu les cours et tout. Et puis je me suis retrouvé très vite avec d'autres b-boys à m'entraîner. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à voir, je crois, les premiers battles que je voyais à l'époque, c'était Red Bull. Ouais, voilà, il y avait Red Bull qui était en plein, c'était vraiment le gros phénomène. Entre nous, tout le monde en parlait. En tout cas, moi je venais d'arriver, il y avait Botti, et au fur et à mesure, je me suis fixé mes objectifs et voilà, je suis arrivé jusqu'à là. Ok. D'accord. Et ouais, Ouais, on grave. t'entend. J'ai l'impression il y a un tout petit décalage, il y a un tout petit décalage de son entre les deux pistes.
mais j'ai l'impression que la Ouais, latence, ouais. elle s'est réduite. Ouais, grave. Ok, du coup, tu démarres les trainings dans cette gare. Tu démarres les trainings dans cette gare-là. Et, et comment est-ce que tu arrives à faire ton premier battle? Est-ce qu'à un moment donné, tu rencontres des danseurs avec qui tu montes un crew, comme ça se fait de manière générale dans le hip-hop? Comment tu te sociabilises? Ça se passe comment, toutes ces étapes-là? Bah écoute, moi j'ai fait mon premier battle, je crois j'avais 3 mois de break. C'était un petit battle, en fait, du genre à Bruxelles, on avait un truc qui s'appelait Bruxelles-les-Bains. Tu sais, ils ont la même chose à Paris, je crois. C'est une espèce de mini plage artificielle où ils organisent plein d'activités, tu sais, tu sais, t'as de la nourriture du monde, t'as des activités genre beach volley et tout ça. Et ils organisaient un battle ce jour-là, tu vois, enfin, à cet événement-là. Et je me suis inscrit un peu par hasard, j'ai essayé, et c'est là que la fibre a pris, tu vois. J'ai essayé mon premier battle, bon, j'étais pourri, faut dire la vérité. J'étais nul. J'ai même raté tous mes passages, mais après, en fait, ça m'a donné envie de reprendre. Et quand j'ai demandé est-ce que je peux redanser, ils m'ont dit, ah non, c'est mort, t'as raté, t'as perdu ton battle, du coup, faudra attendre l'année prochaine. J'aurais dit, non, un an. Et donc, du coup, là, la fibre, elle a pris. Et là où ça a vraiment, vraiment pris, j'ai fait Battle Nomad. Ouais, c'est ça, Battle Nomad, c'était à Lille. Bon, j'ai fait les qualifs à la va-vite, tu vois, mais là, je suis tombé contre quelqu'un de fort, je me souviens plus du tout de qui c'était. Et comme j'ai pris une claque, je me suis dit plus jamais, et c'est là que la fibre, elle a pris vraiment. Je suis parti à l'entraînement et je partais vraiment que pour m'entraîner et faire des battles, tu vois. C'était vraiment là, j'étais parti pour le truc. Et en ce qui concerne mon groupe, enfin mon ancien groupe aujourd'hui, euh, c'était une partie de Ocean. Donc ouais, voilà, Ocean avait recruté, avait fait une espèce d'alliance, fusion avec un autre groupe de Bruxelles qui s'appelait Optimum. Donc ça avait bien débuté, mais il y en avait un qui se retrouvait pas vraiment dans le délire de Ocean. Tu sais, Ocean c'est plutôt technique et tout ça, or que lui il était plutôt, je dirais, un style plutôt à la Dev Dogs, tu vois, tout ce qui est Soul Kids, Dev Dogs, beaucoup à l'américaine, Casper et tout ça. Il a voulu faire un groupe de ce type-là, tu vois. Et un jour, comme de par hasard, ils sont venus et le gars m'avait déjà remarqué et il m'a dit, écoute, si ça te plairait de joindre le groupe, mais à partir du moment où tu joins le groupe, faudra que tu fasses tes preuves. Tu sais, comme dans n'importe quel groupe, hein, tu dois faire tes preuves, montrer qu'on peut compter sur toi et surtout évoluer parce qu'on a envie d'aller loin, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire avec Funky a démarré. Ok. Et aujourd'hui, tu danses beaucoup avec Belgium with Attitude. Et est-ce que tu le considères comme un crew ou comme une dream team? Parce que enfin, nous, souvent de notre côté, on a un peu l'impression que c'est une dream team et on n'arrive pas trop à se passer par rapport à ça. Et du coup, bah, la meilleure façon de savoir, c'est de poser la Les question. bases, en tout cas les bases du groupe, c'est une dream team. Tu vois, parce qu'à la base, on s'est dit, vous savez quoi les gars, on va essayer de faire comme les Hollandais. Les Hollandais, ils avaient un groupe à l'époque qui s'appelait Funky Dope Maneuvers. Ce groupe-là, il a pu lancer des groupes comme Ruggets. Ruggets aujourd'hui, tu vois où ils en sont, bah, c'est Funky Dope Maneuvers. C'était une partie de ce groupe-là. Tu avais Extraordinary Gentlemen et tout ça. Et on s'est dit, tu sais quoi, en Belgique, on est bon. Le problème, c'est quand on est séparés, dans chaque groupe, tu en as un ou deux qui sont bons, le reste, il suit pas, puis certains, ils sont pas très motivés, tu vois. Donc, on s'est dit, on va réunir le meilleur du meilleur pour essayer de pousser la Belgique au maximum. On a fait ça assez lentement parce qu'on a commencé avec deux, trois personnes. Et ça s'est fait un peu bizarrement parce que on a été invité à un battle, puis on s'est dit, tu sais quoi, on va mettre ce truc-là en place. Et au fur et à mesure, les gens se sont rajoutés, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, vu qu'on se côtoie plus souvent, ça ressemble plus à un groupe qu'à une Dream Team. Aujourd'hui, on parle plus souvent, tu sais, on a plus d'affinités qu'avant. Donc du coup, ouais, là, je considère ça plus comme un groupe aujourd'hui qu'une Dream Team. D'accord. Pour rappeler un peu aux gens qui sont extérieurs au milieu hip-hop, un petit peu les termes qu'on utilise, ce qu'on appelle, et tu me diras toi ce que tu en penses si tu penses que ma définition est correcte, ce qu'on appelle un crew dans le hip-hop en général, j'ai l'impression que c'est des gens qui se mettent à s'entraîner, mais surtout aussi à vivre par affinité avant tout, par situation géographique souvent, parce que c'est des gens qui sont amis avant d'être ensemble pour gagner des battles. Donc il y a vraiment un mode de vie qui est lié au crew. Alors que ce qu'on appelle une dream team, c'est plus des gens qui à la base se regroupent parce qu'ils sont bons par niveau et plus par souci de, je pense, de productivité en se disant bon, on est les meilleurs, on va se mettre ensemble,
on va faire une team de rêve, comme son nom l'indique, pour gagner des battles. Donc c'est un peu cette différence, je pense que ça se différencie par quelle est la raison pourquoi on se rassemble. Après, comme tu le dis, on peut très bien se mettre à côtoyer des gens parce qu'ils ont un bon niveau pour bien représenter son break, et ensuite finalement j'imagine que c'est ce qui vous est arrivé, vous êtes devenus amis. Mhm. Ouais, ouais, bah écoute, ta définition, elle est juste, hein. Un groupe, c'est un groupe d'amis à la base, tu vois. C'est des gens qui se connaissent, et puis voilà, vous avez un but commun, le temps de quelques années où tout le monde a envie de briquer, tu vois. Puis ensuite, la vie fait son travail. En fait, la Dream Team, voilà, c'est des gens qui sont restés dans le même délire et qui ont juste envie de continuer avec d'autres gens plutôt plus motivés. Moi, je le vois plutôt comme ça maintenant. Avant, bon, on aurait dit, ouais, c'est un peu le Real Madrid, tu prends les meilleurs des meilleurs, tu fais un groupe et puis paf. Non, là, maintenant, là, c'était plutôt, voilà, quoi. Là, c'était un peu de la survie, tu sais. Moi, je suis un peu, dans mon groupe, il y avait plus grand monde qui était vraiment attiré par le break. En plus, si tu veux, dans mon groupe, tu as la vieille génération, plus de 30 ans, puis tu as moi, et ensuite tu as les plus jeunes, tu vois. Et autant je veux bien accompagner les plus jeunes, mais il y a un moment, si je dois attendre que eux aussi ils prennent leur niveau, ben moi aussi je vais dépasser la trentaine. Donc j'avais envie quand même d'avoir des gens qui sont dans la même tranche d'âge que moi et qui sont aussi motivés que moi, tu vois. Et en fait, c'était le point commun qu'on avait entre nous. Tu sais, on se disait tous, ouais, mon groupe, ils sont pas très. Ah ouais, moi aussi, c'est la même chose. Ah, mais tout photo, vous aussi, ouais, moi aussi, tu vois. Puis on s'est dit, bah, c'est quoi, vu bon, on est assez séparés, mais si on peut au moins se joindre une fois par mois pour s'entraîner tous ensemble, ce serait le top, tu vois. Et puis au final, on crée des affinités. Comme on a eu pas mal d'invites et qu'on part, tu sais, voyager avec des gens, ça crée encore plus d'affinités. Tu les connais un peu plus que l'accoutumée, tu vois. Donc du coup, ben voilà, là maintenant, on ressemble plus à un groupe qu'autre chose. Tu sais, là, je sais pas si vous avez appris, mais Admire, il a été papa. Tu vois, Admire, il est papa. Eh ben, on a été Ok. parmi les premiers à le savoir. Ben, c'est pas des choses que tu dis à n'importe qui, tu vois. T'annonces pas la venue de ton enfant à Mm. tout un Carrément. chacun comme ça. Donc le fait qu'il nous l'ait dit, on s'est dit, ah ouais, quand même, il nous annonce quelque chose quand même de plutôt intime. Donc du coup, je pense que là, tu vois, ça Mm. crée quand même plus. Il y a un lien qui s'est créé, quoi. Et donc du coup, voilà, on essaie d'avancer. Je vous avoue qu'avec le Covid, voilà quoi, c'est un peu plus compliqué. C'est assez difficile, mais on fait avec. Ouais, bah ouais. Et bah là, de ce que tu nous racontes, j'ai l'impression que c'était un peu le cas pour tous les groupes de Belgique. Est-ce que tu as vécu toi avec ton groupe ou pas? Ouais, ouais, ça arrive souvent en Belgique, quoi. Parce que Ouais. là, je vais peut-être saigner un peu la Belgique, mais en fait, le problème de la Belgique, ouais, à mon sens, c'est le trop d'opportunités. En fait, on a beaucoup de choix, tu vois, dans le sens où chez nous, si tu travailles pas, tu as les aides sociaux, tu vois. Nous, si tu travailles pas, si t'as pas les aides sociaux, tu as le chômage qui te rattrape, tu vois. Et tu as toujours, on va dire, c'est pas plus mal, hein, et tu as toujours quelque part où tu peux te reposer, tu vois. Tu peux te reposer un peu sur ces ressources-là. Et donc, du coup, et aussi, tu as la famille, tu as la culture, tu as plein de facteurs différents qui, qui vont te détourner du break, tu vois. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'un des plus gros facteurs qui détourne beaucoup de gens de la scène compétitive, en tout cas, c'est Instagram. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sur Insta, tu peux faire, peu importe les vidéos, on s'en fout de ton niveau, tu fais des vues, c'est bon, tu vois. Tu n'es plus obligé d'être un bon danseur aujourd'hui, tu n'es plus obligé de te casser la tête à l'entraînement, d'aller chercher des trucs hyper originaux. Tu peux faire comme tout le monde, tu vas sur Insta, tu fais la même vidéo qu'un tel, un tel, un tel, et puis voilà, tu deviens célèbre et ça suffit à d'autres, tu vois. Et donc les plus jeunes sont touchés, mais les gens de ma génération et un peu plus vieux, ben moi je reste un peu dans le. Moi j'ai encore les images des cyphers à l'ancienne où il faut aller se faire respecter, essayer de s'imposer et tout ça, tu vois. Et donc du coup en Belgique, en fait c'est ça. En Belgique, tu as Mm. soit la famille, soit la vie qui fait que tu t'es obligé de te détourner, de penser à toi, clairement, et c'est pas plus mal. C'est comme ça, à un moment, la ville te rattrape, tu es obligé de travailler, t'es obligé, il y a pas beaucoup de gens qui y croient au break, en plus. Le problème de la compétition, c'est très élitiste,
Et du coup, il y a que le haut du panier qui va réussir, et ceux qui sont en bas, bah forcément, ils ont soit les restes ou rien, tu vois. Et donc, donc voilà, c'est comme ça. C'est la vie, tu vois. Et en fait, il y a plusieurs groupes en Belgique qui se retrouvent dans ça. Et voilà, quoi. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à Instagram et tout. Euh, j'ai, moi, je suis pas trop dans Instagram non plus. Peut-être que c'est parce que je suis plus de ta génération. Je sais pas ce qui fait qu'on y est ou non. Mais c'est vrai qu'on est allé faire un tour sur ton Instagram en faisant un peu le travail de s'intéresser à ce que tu fais, à comment, etc. Et on a vu qu'il y a pas beaucoup de vidéos sur ton Instagram. Et, tu faisais la différence entre pour toi un bon danseur et un danseur d'Instagram. Euh, c'est quoi les qualités pour toi qu'un bon danseur a, qu'on va croiser dans des jams, dans des événements, qu'un danseur connu sur Instagram n'a pas forcément? C'est quoi qui différencie les deux en fait? Moi, en fait, je vais déjà plutôt d'abord le style de danse que tu vas adopter. Ok. Si maintenant tu fais de l'afro, écoute, pour moi, c'est une danse festive, tu vois. Donc, peu importe qui fait de l'afro, voilà quoi. Et maintenant, il y a des gens qui se différencient. Bon, je vais pas te donner des noms en Belgique parce que les gens connaîtront pas. Bon, il y a Kanessa, si vous l'avez vu. Vous avez Kanessa, vous avez Jenny, et vous en avez des gens qui sont bons, tu vois. Et maintenant, si tu fais du hip-hop, pour moi, donc si tu rentres dans la catégorie hip-hop, un bon danseur, déjà, il doit savoir faire un cypher. Ça fait partie de la culture, tu vois. Le hip-hop, il s'est créé, la danse hip-hop s'est créée dans des cyphers en général. Tu vois, ça s'est pas créé à l'entraînement ni devant une caméra, ça s'est créé dans un cypher, tu vois. Donc le simple fait de savoir faire un cypher et d'échanger avec les gens, pour moi, tu deviens un bon danseur, entre guillemets, tu vois. Après, chacun a son opinion, tu vois, mais moi, c'est vraiment, j'essaie de donner une opinion générale, parce que chez nous, tu sais, t'as les danseurs hip-hop qui font que de la chorégraphie, ils sont devant un miroir toute leur vie, tu vois. Puis tu leur demandes de faire un cypher, ils font une choré. Bon, tu vois ce que je veux dire. Et puis tu as des gens qui, pour moi, ceux qui sont un peu on va dire dans le vrai, c'est ceux qui cherchent à créer, ok. Ceux qui cherchent à créer, développer un style, développer une manière de s'exprimer, tu vois. Essayer de se diversifier des autres, tu vois. Ça, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui est un bon danseur. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, un bon danseur, il maîtrise ses bases, ok, à la limite du possible, tu vois. Mais justement, quelqu'un qui essaye de se diversifier, ou en tout cas quelqu'un qui m'amène à apprendre quelque chose de lui, ou de me dire, ah, j'aurais jamais cru aller chercher dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens-là, tu vois. Ça, pour moi, c'est un bon danseur, tu vois. Maintenant, il y a des gens sur Instagram qui sont bons, hein, je dis pas la vérité. Je vais pas donner une fausse opinion des gens sur Instagram, tu vois. C'est juste que il faut que ça reste sur le réel, tu vois. Il y a un moment, les vidéos, c'est bien. Et les gars, si vous êtes des danseurs et puis je vous croise dans une jam et vous êtes là, vous restez assis, et vous attendez qu'ils, tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Les gars, vous dansez même pas, en fait. Tu vois, vous n'êtes pas des danseurs, en vrai, tu vois. La musique, elle est là, ça te fait pas bouger. T'es pas là pour, tu vois, t'es pas là pour la culture, tu t'en fous. T'es juste là pour faire des vues et tout ça. Donc, on perd un peu le sens du réel, tu vois. C'est juste, là, tout devient ultra virtuel, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, quoi. Moi, c'est comme ça, c'est mon opinion sur la danse entre Instagram, enfin, le virtuel et le réel, tu vois. Grave. Je suis grave d'accord avec ce que tu dis et notamment la notion de se diversifier des autres danseurs qui en plus vraiment présente dans la culture hip-hop, euh, à la différence de toutes les danses comme la danse classique ou des trucs comme ça où on reproduit des choses qui existent déjà. Et, euh, et toi, pour des danseurs, par exemple, qui sont encore dans cette phase de recherche et d'essayer de trouver son style, de se diversifier des autres danseurs, tu aurais des outils à leur donner pour trouver leur style? Et en soi, moi, si tu veux, là, je vais vous parler de moi, comment moi j'ai développé mon style. Ok. Donc moi, Ouais, j'ai grave. commencé, donc, quand j'ai commencé le break, en fait, j'étais très, très, très souple. Et le premier b-boy que j'ai regardé, c'est Brahim, tu vois. Et bon, vous connaissez Brahim, Red Bull BC One 2005, Clashman, les gens BC, tu sais, Alpha, tout ça. Moi, je voulais ressembler à ça, tu vois ce que je veux dire. Sauf que
j'avais des grands à Bruxelles qui me disaient non, n'entraîne pas clash, tout le monde fait déjà des clashs, c'est mort, arrête les clashs, tu vois ce que je veux dire. Jusqu'à ce que je me blesse le dos, j'ai eu des problèmes, des gros problèmes de dos, tu vois. Et donc j'ai dû commencer à trouver une façon de briquer autour de cette blessure-là, tu vois. Et puis j'ai donc le fondateur du groupe Funky B qui lui m'a dirigé vers un b-boy, c'est Megas. Megas Vengeance, tout le monde connaît. J'ai vu la vidéo, mes yeux ils ont fait, pff, voilà, j'ai mon cerveau tout laisse tomber là, je suis devenu ouf. J'ai dit ah ouais, tu vois, parce que moi d'abord je voyais que de la technique et puis je me suis dit mais en vrai, tu peux faire des trucs de ouf, il suffit de réfléchir et tout. Et puis je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est la réaction que j'ai eue face à ces mouvements. J'aimerais que les gens aient la même réaction face à des mouvements que moi j'ai trouvés. Je sais pas si tu comprends le délire, mais c'est du style là, Ouais, j'ai grave. pas envie de faire ce qu'il fait, mais je veux avoir la même réaction quand moi je fais mes mouvements. C'est-à-dire, tu sais, quand tu regardes, tu dis putain, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Eh bien, j'ai envie que les gens ils disent putain, pourquoi moi j'ai pas pensé à ça alors que moi je fais mes mouvements. Tu comprends? Et donc là, je suis parti dans un espèce de processus créatif. Parce que moi, je regardais la vidéo de Vengeance, je parlais pas un mot d'anglais. Je pétais pas un mot d'anglais, alors qu'au début de la vidéo, il dit voilà, mon style, c'est les origamis. Tu vois, moi, je crée, j'essaie d'en faire une fleur. Moi, je voyais que les clés, je voyais que, toi, un beau flow, je me disais la fluidité et tout. Et donc, comme moi, tu sais, à Bruxelles, on est un peu entre les deux, tu vois, on est entre la Hollande et le nord de la France où c'est très technique. Et donc, du coup, bah, quand tu vas à l'entraînement chez nous, t'avais Dynamix à l'époque qui breakait encore, je sais pas si vous avez connu, avec Super G, Rocky Rock, Illik et tout ça. Super G, il a gagné le UK B-Boy Championship 2002 contre Ongten, les gars. Faut connaître l'histoire quand même. Bon, je crois que j'ai été centré, mais... Donc, il y avait des gens comme ça, tu vois. Et à Bruxelles, il y avait des gens forts en technique et moins connus en niveau, tu sais, on va dire subtilité, des clés, de la recherche, tu vois. Et il y avait Rookie, il y avait deux b-boys que je regardais pas mal, plutôt trois. T'avais Rookie Rock, qui lui était très musical. T'avais Fenen, Phoenix, qui lui était pas connu, mais à l'époque il était très 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 chaud. C'est lui qui était très fluide en fait. Il avait un style, un super beau style hyper fluide. Et t'avais Lam de Ushen. C'est un asiatique, le petit frère de Nié de Sayan qui était dans Vagabond. Peut-être que vous connaissez pas, hein, mais il était chaud en footwork en fait. Tu sais, il avait les genoux hyper souples et donc il passait des clés un peu partout. Et voilà, je leur ai demandé de me montrer deux, trois trucs, tu vois. Et à partir de ces bases-là, ben, j'ai commencé à créer. Et maintenant, pour les gens en fait qui voudraient trouver leur style, les bases. En fait, on le dit pas assez, mais c'est les bases. Tu prends une base, tu essaies de créer une variante depuis cette base-là. Voilà. Si tu trouves une variante, t'en trouves une deuxième, t'en trouves une troisième. Cette variante-là, tu essaies de te l'approprier, tu vois. Moi, ce que j'essaie, en fait, quand, par exemple, je donne un workshop où j'explique à quelqu'un comment mieux évoluer dans le break, essayez de vous approprier des bases, en fait, tu vois. Il y a des gens, je me souviens, ce qui m'a vraiment développé, là, au niveau des bases, c'est Roméo. Je l'ai rencontré en 2009 à Lyon pour un battle, tu vois. Et je me souviens que lui et Laos étaient là. Et Laos, Roméo, il voulait montrer un truc à Laos. Et il faisait que des sissi. Et il lui a fait tout un passage qu'avec sissi, en lui montrant, en faisant, je crois, une dizaine de sissi différents. Et moi, j'ai regardé mon poteau qui était avec moi. Et je dis, mais gros, moi, je suis là, je me casse la tête. Je fais des ciseaux, des coupoles, des couronnes et tout. Mais je m'arrache le dos. Le gars, il fait sissi. Il en fait 10 différents. Moi, je deviens ouf. Et puis, j'ai dit, ok, tu sais qu'en vrai, peut-être que c'est les bases et il faut essayer de les approprier, tu vois. C'est bizarre, les gars, mais c'est bizarre. Et comme ça, mais les gens qui veulent justement évoluer dans une danse, il faut d'abord, c'est pour ça qu'on dit, appropriez-vous les bases, puis créez des variantes. Et ça, en fait, ça va tout seul. À partir du moment où tu t'assimiles un truc, en fait, à partir du moment où tu développes ton style, tout ce que tu vas apprendre après, ça va ressembler à ce que tu fais. Tu vois, tu regardes Meno, aujourd'hui, il essaie de faire des vrilles. Bon, c'est des vrilles à la Meno, tu sais, c'est des vrilles un peu hautes, c'est pas des vrilles de ouf, et ça ressemble à du Meno. Tu vois ce que je veux dire? S'approprier le truc, tu vois. Maintenant, j'essaie de développer ça, et c'est ce que les gens devraient faire. Le problème,
Le problème, c'est que tu as la facilité avec YouTube. C'est, quand YouTube est arrivé, enfin moi il y avait déjà YouTube à l'époque, mais il n'y avait pas autant de vidéos. Le problème, c'est quand YouTube est arrivé, bah voilà, t'as tout sur un plateau d'argent, tu pompes, et après voilà quoi, il n'y a plus personne. Le problème, c'est qu'autant il y a YouTube, mais autant il n'y a plus personne pour dire si tu pompes, tu vois. Il n'y a plus personne pour te dire, ah non, là, c'est pompé, tu devrais pas, tu vois. Ah non, là, ça c'est du déjà vu. Essaye de tweaker. Là maintenant, enfin, je parle des jeunes, hein, vraiment des plus jeunes. Le problème, c'est que les plus jeunes aujourd'hui, ils font un peu tous la même chose. Et ça m'inquiète un peu pour le break, tu vois. Ouais, et tu vois, je reviens sur une chose, sur ce dont tu parles, quand tu dis qu'il faut revenir aux bases, etc. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est quelque chose, moi-même et je pense Mathis, qui est de la génération juste en dessous de moi dans le groupe, je sais que les gens plus grands, ils m'ont tout le temps donné ce conseil-là, même dans tous les arts, c'est un conseil qu'on donne souvent de revenir aux bases. Et, euh, et quand on est jeune, c'est pas évident, parce que par exemple, quand on regarde Megas ou Meno, ou quand on va regarder ton style, c'est des personnes qui ont tellement poussé les bases loin qu'on se rend même plus compte des fois que ça vient des bases. Et, et quand on voit les mouvements, c'est des mouvements qui diffèrent tellement, qui sont tellement éloignés dans la créativité que des fois je me mets à la place des jeunes et je comprends que quand tu es jeune et que tu vois des mouvements compliqués, ça ne vient même pas à l'esprit que ces mouvements-là, ils sont venus en travaillant des bases. Et, et ensuite, souvent, naturellement, ceux qui se passionnent le plus pour le break, en général, se mettent à s'intéresser à l'histoire, à revenir à la base. Et moi, je sais que c'est qu'au bout de 7 ou 8 ans de break, tu vois, que je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être qu'il faut que j'ai des bons footwork et des bons top rock, tu vois, mais que c'est pas quelque chose qui m'était venu à l'esprit avant. Et, euh, et tu parles de Megas, et ça fait trop plaisir que t'en parles, parce que nous, dans le groupe, c'est aussi une des références, tu vois, on en parle tout le temps, etc., parmi quelques autres. Et t'en parles comme de quelqu'un qu'on connaît forcément, mais je pense qu'il y a un paquet de jeunes de la nouvelle génération, et surtout de la génération de Matisse, qui ont la vingtaine, tu vois, qui ne savent pas du tout qui c'est. Euh, donc peut-être qu'on peut donner pour toi, il y a qui a le niveau de créativité de Megas aujourd'hui, ou qui lui ressemble, ou en tout cas à qui on peut se référer aujourd'hui. Toi, tu t'inspires de qui dans les danseurs actuels? Ouf, là tu me poses une colle, parce que moi, les gens que je regarde, c'est beaucoup les anciens. Parce que, en fait, je tends, après c'est l'esprit compétitif qui parle, hein. Je tends à plutôt m'inspirer des anciens, me mesurer aux nouveaux, tu vois. Je vois un peu le truc comme, tu sais, le kung-fu, voilà, le style du tigre, je le dis tout le temps, mais le style du tigre contre le style du serpent, voilà, moi c'est mon style contre le tien. Et donc du coup, mais après il y a des gens qui m'inspirent, hein. Un gars qui m'a beaucoup inspiré récemment, c'est Ratin. C'est pas du tout mon style, mais c'est Ratin. Ah ouais, J'ai ça eu la m'étonne, chance de pouvoir ça danser avec m'étonne que lui. tu dises ça. Et ce qui m'a beaucoup inspiré chez lui, c'est sa façon d'être à l'aise et de danser sur la musique, mais vraiment en étant calme, tu vois. Il y a un calme en lui, c'est impressionnant à voir. Je te jure, quand tu le vois danser, le gars, il est calme, il rush pas, il n'a pas besoin de se prendre la tête. Et il me fait penser à un danseur debout, parce qu'il est vraiment sur la musique, tu vois. Un autre qui m'inspire. Après, t'as Meno, mais Meno, il m'a inspiré plus. C'est pas vraiment dans sa. Bon, il y a la créativité aussi, mais il m'a inspiré dans le fait, parce que moi, je l'ai vu comme il est sur la scène hollandaise. Souvent, il venait chez nous. Et moi, j'ai vu son évolution. Enfin, je l'ai vu évoluer de bout en bout. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'à chaque fois pousser, pousser, pousser. Parce que tu vois un gars, il revient. Tu le vois l'autre fois, et il sort encore des nouveaux trucs. Et tu te dis, bon, moi, je traîne, je traîne à l'entraînement. Un autre gars, maintenant, qui m'a inspiré, c'est Zoot. Parce qu'il a poussé un délire assez vraiment loin. Et ça m'a donné envie d'aussi aller plus loin dans mes délires. Me dire, tu sais quoi, je vais chercher plus compliqué. Je vais chercher euh, le moins pompable possible. Bon, après, le gars, il s'est avéré que c'est un pompeur, hein. Disons la vérité. Même j'étais un peu navré de voir comment il s'est fait totalement clasher sur les réseaux. Je trouvais pas ça utile. Bon, après, voilà quoi. C'est Je me des permets, choses je me qui permets de arrivent. te couper vite fait. Je me permets de te couper vu qu'on est dans le débat de copier. Nous, c'est un débat qui nous intéresse grave et on en parle souvent avec les artistes qu'on reçoit sur le podcast.
Le plagiat dans tous les arts, c'est un thème qui revient souvent. Est-ce qu'on a le droit de copier? Comment on a le droit de copier? Toi, j'ai l'impression, comment t'en parles, qu'en tout cas que c'est quelque chose que tu condamnes vraiment. Pour toi, c'est quelque chose Ah qu'il faut ouais, vraiment, qui est interdit. Et du coup, tu parles de Zoot Zoot, qui est un danseur coréen. Et du coup, quand tu dis que Mhm. c'est avéré que c'était un pompeur, comment est-ce qu'on est sûr que quelqu'un copie? Qu'est-ce que c'est que copier? Est-ce que tu En fait, imagines que le gars, il est devant son ordi et qu'il regarde les passages des autres et qu'il se dit consciemment, OK, je vais prendre ces mouvements-là des autres, ils sont pas connus. Moi, je suis connu, ça va me permettre de. Parce que moi, personnellement, et j'ai une vision un peu utopique, peut-être, mais j'ai presque pas envie d'accepter que ça existe, les gens qui se disent ça, tu vois. Je pense que les gens qui copient le font sans faire exprès, à la limite. Toi, c'est quoi ta position là-dessus? ben, donc pour Zoot, en fait, il y a eu, enfin là où on l'a, on va dire un peu cramé, c'est qu'il y a eu une vidéo. Tu sais, il a gagné un Red Bull ben, l'année où je devais y aller, ou non, l'année où c'était en Inde. Voilà, il a gagné le Red Bull de cette année-là en Corée. Et il y a une vidéo qui est sortie de par hasard, hein. C'était Bite Police ou je sais pas quoi, l'Instagram, c'était ça. Et ils avaient mis, tu sais, côte à côte tous ces passages de ce Red Bull-là, avec des passages de gens quand même plutôt connus, tu sais. T'avais des passages de Crumbs, t'avais des trucs, et c'était vraiment identique, tu vois. Maintenant, dans son processus créatif, est-ce que lui, il s'est dit, je vais aller sur YouTube, regarder des vidéos, prendre et m'entraîner? Je sais pas. Le problème, c'est que même s'il peut dire, écoute, tu sais, tout le monde peut avoir les mêmes idées, ça peut arriver. Moi, j'y crois à ça, hein. Tu sais que deux personnes éloignées à une certaine distance, ils aient les mêmes idées, ça peut arriver, tu sais. Mais quand tu fais 10 passages, 10 ou 12 passages, et 12 passages, ça ressemble à d'autres gens, il y a un moment, tu vois ce que je veux dire, les statistiques Hmm. ne mentent pas. Après, moi, en fait, ce qui me gêne dans le fait de copier, c'est que par exemple pour le cas de Zoot, ok, donnons le cas de Zoot, il part en battle avec des passages qui ne sont pas les siens, ok, et mettons en face les gens qui sont en face de lui, ils ont bossé des heures. Tu sais, faire un Red Bull, c'est pas difficile, hein. Ils vont bosser des heures pour non seulement créer le passage, ensuite assimiler le passage, tu vois ce que je veux dire, ne pas le rater, être à l'aise, un. Lui, il vient avec les heures de travail d'un autre. Tu comprends? Il vient avec les heures de travail d'un autre. Et il gagne ce battle avec les heures de travail d'un autre. Tu vois la logique? Moi, c'est dans l'aspect compétitif. Donc, il y en a un autre là, il est parti travailler pour lui. Il a fait les mouvements. Lui, il est allé sur YouTube, il les a récupérés. Il a gagné ce battle avec les mouvements de l'autre gars. Il va lui donner le titre. Tu vois? Donne-lui ton trophée, tu l'envoies aux États-Unis ou je sais pas à qui, mais c'est pas le tien, tu vois? Et en fait, bon, là où moi j'ai pas vraiment, j'ai pas apprécié ce truc, c'est que donc quand ils ont posté la vidéo sur Insta, frère, les gens qui ont commenté, c'était pas n'importe qui. Je crois qu'il a même été en dépression à cause de ça, parce que t'avais des Flearock, Wicked, Crumbs, Reminds, tu vois, que des gens Ouais. comme ça, que des têtes comme ça qui lui disent, waouh, espèce de biter, tu devrais pas être là et tout. Tu sais, que Ah ouais, t'as ces gens-là qui viennent et qui te disent des trucs comme ça. Après, je me moi sens bien. aussi, n'importe qui serait mal. Bon, tu vois, si tu connais la scène, si tu connais le game, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est des gens qui ont quand même marqué les choses. Et donc voilà, donc moi, vraiment, sur l'aspect de la copie, c'est surtout le travail des gens. C'est pas, tu sais, c'est pas de la musique. Là, c'est vraiment le mental d'une personne. Tu vois, c'est sa vision. Donc là, tu récupères son travail à lui. Ça a dû lui prendre du temps, être réfléchir, ça fait mal, ça fatigue beaucoup, tu sais. Ton cerveau, quand il se met à bosser, à bosser, à bosser, ça fatigue. Dis-toi, cette personne-là, elle s'est fatiguée à l'entraînement, à essayer de réfléchir, à peaufiner le truc, à créer la chose. Toi, tu viens, tu récupères tranquille. Et puis, tu dis rien, tu remercies personne. Tu gagnes tes battles avec le travail d'autres gens, tu comprends? Et c'est là que moi, ça me gêne. Là, ça me gêne de ouf parce que c'est comme prendre de la coke. Tu vois, pour moi, c'est comme si tu vas en battle, tu te dopes, tu réussis tous tes mouvements, et puis tranquille, personne ne te dit rien parce que tu t'es dopé. Ben non, pour moi, c'est la même chose. Tu vas, tu copies les mouvements, tu travailles même pas, tu bosses juste ton endurance un petit peu. Bon, mais par contre, pour pomper, il faut être bon, hein. Pomper, c'est pas facile, les gars, hein. Il y a des moves qui sont difficiles, tu vois.
Et c'est ça que je trouvais dommage, hein, parce que il est fort. Hein, il faisait des moves qui étaient difficiles à pomper. Hein. Mais moi, je regardais, je dis putain, pour savoir faire ces moves-là, il faut quand même être bon, tu vois ce que je veux dire. Et c'est dommage que il a du talent et beaucoup de potentiel et qu'il quand même, tu vois, il aurait pu essayer de travailler les choses différemment, tu vois. Là, on parle de Zoot, hein, mais il y en a d'autres, tu vois. Moi, il y a un gars que je trouve qu'on a beaucoup copié, que c'est devenu une référence, pas en Belgique, en France, c'est Sweet. Il s'appelle Sweet, ouais, Sweet, le gars de Bad Trip. J'ai vu son style, Ouais. j'ai vu tout le monde se moquer de ce gars-là. J'ai vu tout le monde se moquer de ce gars-là. Je me souviin de lui quand il était dans Gangsta Flow, tu sais, ça à l'époque, hein, où il était là avec son mic et tout, tu sais, tout le monde se moquait de lui. Puis des années plus tard, tu vois tout le monde breaker comme lui, frère. Tout le monde mettait les pantalons larges, tu sais, avec des Air Max 90 et tout, un truc hyper serré. Frère, tu vois ses S à lui, tu sais, il avait une touche, tu vois. Pour moi, en France, il a quand même ramené une touche à lui. Il s'est battu pour la promouvoir. Puis j'ai vu tout le monde se breaker comme lui. En fait, c'est cyclique, c'est tout le temps comme ça, tu vois. Il y a des gens, Benji, ça a été la même chose. Tout le monde s'est moqué de lui, tout le monde a dit non, c'est pas du break, c'est du cirque. Hein. Paf, les gens ils ont commencé à breaker comme lui. Bon, après, il a ses polémiques, là, il a pompé. Bref, moi je parle des résultats de ce que lui il a fait. Donc il y a eu un avant Benji, il y a eu un après Benji. Et ben, pour moi, il y a eu la même chose avec Suite. Il y a eu un avant Suite, il y a eu un après Suite, tu vois. Ensuite, il a ramené quelque chose. Si les gens ne disent pas la vérité en disant oui, mais non, il a rien. Non, non, vous mentez. Vous mentez. Ensuite, il a ramené un truc. Regarde Pac. C'est le petit. Pac, c'est son petit. Regarde Pac où il est aujourd'hui. Tu vois. Ensuite, bon, après, il y a eu d'autres gens. Hein. Je connais pas toute la vie de Pac, mais voilà quoi. Tu vois. Et quand. Après, il y a un truc très intéressant. Ça, je vais le dire. À propos du. Chez nous, on a un groupe. Moi, je le dis, pour moi, je trouve que c'est des biters, tu vois. On a Style Invaders, ils sont très appréciés. Moi aussi, j'aime beaucoup ce groupe-là. Ils ont un peu une mentalité bizarre, je trouve. Ils sont un peu, après, ils sont dans leur monde, c'est tout à fait normal, tu vois. Et je me souviens que j'avais vu une interview de Gadget, je sais pas si vous connaissez. C'est aussi, Ouais, Boogie Brat. le Boogie Brat, ouais. Et Gadget, il a dit un truc dans une interview, moi, ça m'avait cassé. Ça, oh, là, j'avais envie de me pendre. Il avait dit, je trouve ça intéressant, je trouve très intéressant ce que les gens arrivent à faire avec mon style et mes mouvements. Et je me suis dit, donc le gars, il dit, ouais, bite, tranquille, tu prends mes moves, tranquille, tu vois, et tu fais ce que tu veux. Et je me suis dit, putain, donc eux là, dans leur DVD, Just to Prove a Point, ils ont dit, les gars, faut pas bite. Tu peux t'inspirer, mais faut pas bite, tu vois. C'est un peu paradoxal, ça m'a un peu retourné le cerveau, puis je me suis dit, en vrai, la culture, aujourd'hui, c'est comme ça. On s'en bat les couilles. Fais, tu vois. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi, moi, je vais essayer juste de me différencier, de pas ressembler à tout le monde et de laisser les gens à leur truc, tu vois. Au moins, parce que moi, en fait, je break pas que pour la compète, je break vraiment pour moi. Tu vois, le break, ça me fait du bien, donc en soi, si après la compète, je peux juste au moins apprécier ce que je fais, tu vois, c'est le plus important. C'est grave intéressant ce que tu dis sur le plagiat et tout ça, parce que là, dernièrement, tous les artistes qu'on a eus, ils défendaient plus le fait que en fait, la culture hip-hop, c'est quand même une culture qui est née en fait du plagiat, parce qu'elle s'est inspirée de beaucoup de choses, et en fait, on a repris des pas de droite à gauche. Par exemple, le C'est ça? meilleur, le meilleur exemple, c'est le Thomas. Le Thomas, ça vient pas du break, ça vient de la gym et tout ça, et en fait, ça a juste été Mhm. intégré dans le break. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et pour recentrer un peu le débat plus sur ta personne, toi, pour les battles et tout ça, tu te prépares comment? Il y a- Moi, en soi, je me prépare. Donc, ça, c'est le T-Rock un peu avant, tu vois. Je me prépare que pour un battle en général. C'était le Red Bull. C'était le seul battle où je me préparais comme un athlète. En tout cas, dans ma tête, je me mettais en mode, aujourd'hui, je suis un athlète. Pendant les 3 prochains mois, je vais faire ça et ça et ça et ça. Et donc, il y a un cheminement, tu vois. D'abord, moi, je voulais comprendre comment danser en battle. Savoir faire un battle, c'est pas évident. Tu sais, tu viens pas, tu fais ton passage, tu sors. Il y a des codes à respecter dans les battles, tu vois. Et il y a peu de gens, en fait, qui le savent.
Et il y a peu de gens qui le communiquent. Enfin, si, des fois, en fait, les anciens, ils le communiquent, mais tu le comprends pas réellement. Tu sais, simplement, quand les anciens, ils te disent, ouais, you need to have fun, faut s'amuser, faut s'amuser, faut s'amuser. Moi, je devenais fou. Moi, quand on me disait ça, je dis, gros, je m'amuse pas, là, tu vois. Il me disait ça, non, you need to have fun. Moi, je m'amuse pas, mon pote. Moi, je suis là, je fais, tu vois. Moi, ça me rendait ouf, frère. Moi, ça me rendait ouf. Je comprenais pas, en fait, la notion, tu vois. Ou bien prendre l'espace. Tu sais, prendre l'espace. Danser. Il y a aussi, il y a un truc. Ça, j'ai appris ça aux États-Unis. Quand tu fais un battle, par exemple, là-bas, en fait, les Américains, en fait, ils ont un truc, c'est que ils ont l'entertainment. Ils arrivent à captiver leur public. C'est bizarre, mais ça marche. C'est comme si c'était un spectacle. Tu vois, ils arrivent à eux, pendant leur passage, en faire un spectacle. Tu regardes un gars, bon, Tata, c'est obvious, tu vois, mais quand tu regardes un gars comme Hannibal, voilà, Hannibal, juste avec sa danse, la personne qu'il est, il arrive à capter un monde. Mais un monde, mais j'y étais parce que je me souviens, il y avait il y a une vidéo de lui qui a tourné là récemment, tu vois, et j'étais là ce jour-là, tu vois. Et, et en regardant ça, enfin, je me souviens, ce jour-là, j'ai réalisé, je me suis dit, en fait, il n'y a pas que les moves, tu vois. Il y a aussi le caractère, la présence cynique qui compte beaucoup, en fait, tu vois. Et donc là, il y a tout un cheminement où je me suis dit, bon, il faut d'un côté que je travaille et ma danse, de l'autre côté, il faut que je travaille et ma présence cynique, et d'un autre côté, mon endurance, tu vois. Et donc, comment moi je me prépare pour les battles, j'ai, ça commence par 3 phases, donc c'est sur 3 mois. Je m'entraîne le premier mois, je fais que de la nouveauté. Ok. En tout cas, quand je parle de nouveauté, c'est des moves que j'ai pas encore assimilés, mais que je suis sur le point d'avoir, tu vois. Donc là, un bête exemple, c'est par exemple la vrille. Voilà, je vais bosser la vrille tout le mois. Et puis, et à partir de ce moment-là, je vais déjà commencer à travailler mon endurance dans le sens où je vais aller courir 2 fois semaine, tu vois. Pas long, hein, je vais faire juste 3 km, mais essayer de le faire de plus en plus vite, tu vois. Le deuxième mois, je vais taffer tous mes passages. Tu vois, c'est vraiment tous mes passages. Je vais taffer tous mes blocs, parce que moi, je travaille par bloc. Donc, je vais taffer vraiment tous mes blocs, essayer de tous les maîtriser. Donc, les 2 premières semaines, c'est de la revue. Donc, je revois tous mes blocs pendant 2 semaines. Pendant les 2 semaines après, là, je les bosse à fond. Je les bosse à fond comme un ouf. Je m'arrête pas, j'essaie de les enchaîner les uns après les autres, tu sais. Mais j'ai appris, ça c'est vraiment, c'est des trucs que j'ai appris au fur et à mesure des années, tu vois, en regardant des gens comme Serge Lawson, en regardant, en ayant des conseils de Nassau et tout ça, tu vois. Et puis le dernier mois, ça c'est un truc que moi j'ai créé pour ma personne, c'est de danser. C'est-à-dire les derniers mois, plus besoin des passages, là je danse. Donc là, tout ce que j'ai travaillé, je le mets en condition, tu vois. C'est plus juste je vais à l'entraînement et je m'entraîne. Parce que moi j'ai séparé mon entraînement. D'un côté, tu as l'entraînement où tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Puis de l'autre côté, tu danses. Là tu vis ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu essayes d'aimer ce que tu fais, tu vois. Et en même temps, en fait, c'est d'essayer justement de travailler le tout, tu sais, la présence cynique, la danse, essayer d'assimiler la musique, essayer tu vois ce que je veux dire, voir là où tu peux, enfin par exemple les crashs, tu sais, souvent les crashs, essayer de voir, hop, tu crashes, hop, t'essayes de reprendre, essayer de te relever, voir tout ce que tu peux créer à partir d'un crash, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ce conseil-là, je l'ai eu de Powan. Powan, j'avais vu une interview où il disait la façon dont tu danses à l'entraînement, c'est la façon dont tu vas danser en battle, tu vois. Et quand tu danses à l'entraînement, toujours avec la tête baissée, et tu fais tes moves vite fait, quand tu vas en battle, faut pas t'étonner que quand tu essaies de donner un peu plus à fond, hop, ça passe pas comme tu le voudrais, tu vois. Et donc, du coup, j'ai essayé d'appliquer ça, et ça a marché, tu vois. Pour les deux Red Bull que j'ai gagnés, ça a bien fonctionné. Ensuite, pour le Red Bull, pour le Last Chance, justement, parce qu'on en parlait, le Last Chance, je savais pas du tout que j'allais arriver en finale. Moi, je me suis entraîné comme, en plus, je me suis buté, hein. Je me suis buté, et en fait, le jour du Last Chance, je savais pas quoi faire. J'étais pas, mentalement pas prêt, et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais laisser l'entraînement parler. Et tu veux une bonne anecdote en plus? C'est que le jour avant, on avait reçu donc la liste des gens qui rentrent. Tu sais, tu as une liste par poule de qui va commencer et tout ça. Et moi, j'étais tout en haut. Ils m'ont mis premier. Moi, je me suis dit, mais non. Ça veut dire c'est moi.
C'est moi qui lance le niveau. Tu sais, quand tu es premier à la qualif, c'est toi qui pose le plateau. Voilà, le niveau, ce sera ça. Tu vois. Donc si tu foires, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est mort pour toi. Et le deuxième, c'était Wolfer. Et Wolfer, avant la qualif, c'est enfoiré. Non, même pas, juste après. Donc on passe, on est le premier cypher. C'est par groupe de 4. Moi, je fais mon passage, je mets la dose, là, j'hésite même pas. Je mets la dose, j'essaie de surtout me différencier, comme je dis tout le temps. Je montre ce que je fais, je montre ce que moi je fais que les autres ne font pas, tu vois. Wolfer, il met la dose. Après ce cypher-là, Wolfer me dit dans l'oreille, on se retrouve en finale. Bizarrement, on s'est retrouvé en finale. C'était une dinguerie parce que je savais pas du tout. Moi, j'étais dans un stress. Soit mon cœur il battait. On me dit, oh, Schlag. Toi, pour moi, Schlag, c'est un bon b-boy. Vous le connaissez. Tout le monde le connaît. Il est chaud. Hop, je le bats. Je me dis, bon, ok, là, j'ai eu de la chance. On va essayer de continuer. J'arrive au quart de finale. Je tombe contre, je crois, c'était qui encore? C'était l'américain là. Je tombe contre lui. Je me suis dit, je vais perdre. C'est un américain. Tu sais, tu connais les histoires de politique. On va donner. On verra bien ce qui va se passer. Je gagne. Je fais, oh, je dis, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Et tu te souviens de Rateb, il était derrière moi, tu sais, Rateb, il me sauçait et tout, il me dit, gros, t'es trop chaud. Je dis, non, 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 non. Il me dit, là, au demi-finale, je tombais contre qui? Je tombais contre Shigekix. Je tombe contre Shigekix, et là, je me retourne vers Rateb, je dis, gros, c'est bon, là, j'ai perdu. Tant mieux, je suis arrivé en demi-finale et tout, c'est bien, c'est bon, là, je vais rentrer, je vais bosser. Paf, je le bats, gros. Tu vois, là, j'ai crié, oh non! Wow, les gars! Je me retourne, ils me disent tout. Il y a des gens, ils sont chez moi, ça commence à m'appeler, j'ai éteint mon téléphone, frère. Ça vient chez moi, on me dit, ouais, il y a la télé qui t'appelle, qui essaie de t'appeler parce qu'ils aimeraient savoir si tu vas passer, si tu vas réussir et tout. Moi, j'étais là en mode, non, 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 foutez-moi la paix, laissez-moi faire ma finale. J'arrive en finale, malheureusement, je perds. Bon, après, tu connais, en battle, il y a des gens, ils viennent chez toi, ils te disent, oui, mais pour moi, t'as gagné, tout, frère, j'ai perdu. Tu vois ce que je veux dire? Et là, à ce moment-là, j'ai réalisé l'impact de ce que j'avais fait, mais sur le moment, je pensais qu'à moi. Hein. Moi, je m'étais jamais dit, Stu, je vais aller jusqu'en finale, toi. C'est juste que je me suis dit, ah, ben, tout compte fait, l'entraînement, il a servi, tu vois. Et en fait, quand on te dit tout le temps, ouais, hard work pays off, en fait, c'est vrai. Il faut juste bien bosser. Le seul souci, c'est quand tu bosses dur, c'est que tu te dis que si tu foires, voilà, là, tu vois ce que je veux dire. Je me suis déjà entraîné pendant des semaines et puis paf, tu perds au premier tour comme le premier des bindres. Et puis voilà, tu te sens. Tu vois ce que je veux dire. C'est un couteau à double tranchant, quoi. Ouais, je vois carrément. Toi, tu racontes bien les histoires. T'as un petit talent de conteur. On était, on t'a suivi dans la compétition en direct là. Euh, dans, dans toutes les, dans toutes les manières qui existent d'aborder la danse, et notamment le break, qui est, on va pas se le mentir, comparé à toutes les autres danses hip-hop, une danse qui a un rapport quand même physique, j'ai pas envie d'utiliser le mot dur, mais quand même brut, parce qu'on met notre tête contre le sol, on met nos épaules contre le sol, on a un rapport très frontal à la gravité, à notre poids, à notre propre corps, etc. Euh, mais donc, dans toutes les manières dont on peut aborder le break, il y en a qui l'abordent en disant, voilà, moi j'ai envie de prendre que du plaisir, et la part de contrainte que je prendrai dans ma danse, ce sera zéro, je veux juste me faire plaisir. Toi, quand je t'entends parler, tu parles beaucoup de travail, presque pas d'acharnement, mais en tout cas une vraie méthode de travail, des fois dure pour parvenir à tes résultats. Euh, T'as l'impression quand même que la part de plaisir que tu prends est plus grande que la part de contrainte. T'as l'impression que c'est que du kiff, même dans les moments durs. Tu vis comment, toi, toute ta danse? Ben, en fait, moi, je me suis inspiré un peu de la France pendant un temps parce que je trouve depuis ces 5 dernières années, il y a une espèce de break plus artistique qui s'est développé. Un break plus contemporain, tu sais, plus lent, avec beaucoup de lignes. Toi aussi, tu pourrais être. Tu vois, avec beaucoup de lignes, tu sais, c'est un break un peu plus relâché, tu vois, avec moins de contenu, mais plus expressif, tu vois. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que, comme je vous ai dit, je sépare l'entraînement de la danse. Il y a des moments, je vais à l'entraînement et je m'amuse, en fait. J'essaye des trucs, je rigole, tu vois. J'essaie de m'amuser, danser un peu, faire n'importe quoi, juste pour relâcher la pression. Sinon, burn-out complet, tu vois.
Moi, ce que je fais, c'est ça, c'est des fois, je danse un peu partout. Tu sais, il y a un moment où je me sens vraiment à l'aise, physiquement, quand je me sens physiquement vraiment à l'aise, voilà, là, j'essaye, je me relâche un peu, tu sais. Et la part de plaisir, elle est là, en fait, tu vois. Et c'est surtout, en fait, là où j'éprouve, enfin, je ressens beaucoup de plaisir, c'est quand je réussis des trucs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même quand tu t'emmerdes, enfin, t'essayes en rigolant, t'es là, tu t'essayes de faire un truc, paf, ça sort, et tu dis, oh, chouette, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu réessayes, et tu réessayes, tu réessayes. Et t'es comme un enfant qui joue au foot, tu vois? Tu vas avoir le ballon le plus souvent possible, c'est la même chose. Et t'essayes, et t'essayes, et t'essayes. Et puis, en fait, il y a des moments, t'as pas envie de mettre le niveau, tu sais, t'as pas envie de faire de phases, enfin, des power moves, des tricks, des trucs. Tu fais juste. Et en fait, des fois, bah, je me laisse couler. Tu vois, j'essaie d'aller sur le ventre, j'essaie de faire des lignes, trouver des trucs. Je me casse pas trop la tête. J'y vais en fait à mon ressenti. Parce que quand je me focalise trop dans l'entraînement et que j'essaie d'y aller trop fort, trop vite, j'ai un burn-out complet. J'abandonne, je lâche pendant 3 mois ou pendant un mois. Et tu vois, c'est plus possible en fait. Parce que quand tu fais de la danse depuis aussi longtemps, les frustrations liées à l'entraînement, elles sont multiples, tu vois. C'est frustrant le break, hein. Faut savoir, le break, je crois, que c'est le truc le plus frustrant que j'ai fait de ma vie. C'est trop frustrant. Quand t'arrives pas à certains mouvements, il y a des moments où pas de mouvement, il y a des trucs qui passent pas, les battles, ça passe pas, tu comprends pas, et tu te dis, mais wesh, c'est quoi ce truc? Pourquoi je me tue à faire ça? Et puis, il y a des moments, paf, tout rentre, tout, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je me suis dit, en fait, il y a des moments, tu te relâches. Tu vois. Quand ça va pas, laisse rouler. Parce que si ça devient ta source de frustration, tu vas lâcher. Tu vois. Et c'est ce que moi, je me bats pour que ça ne devienne pas ma source de frustration. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du Covid, juste avant le Covid, j'avais burn-out de break. J'avais fait que faire des voyages. J'ai beaucoup voyagé. À ce moment, j'avais beaucoup voyagé. J'avais beaucoup de battles. J'avais jugé pas mal de trucs. Et en fait, ça revenait tout le temps à la même chose. Tu vas, tu fais ton voyage, tu sors, tu dors à l'hôtel, tu vas juger ton truc, tu reviens, tu repars, tu prends ton avion, t'attends une petite semaine, tu repars encore une fois. C'était répétitif. Et puis, en fait, j'ai arrêté pendant un mois ou deux. Puis, je me suis mis au basket. Voilà. Je me suis mis au basket, j'ai essayé autre chose, quelque chose de différent, sortir un peu de ma zone de confort, tu vois. Et puis, je me suis remis un peu au break. Puis, il y a eu les histoires d'athlètes et tout ça qui sont arrivées. Donc, voilà, c'était une chance, tu vois. Mais voilà, en sortant de ça, ben voilà, j'ai pris plus de plaisir à revenir dans le break, même si c'était un peu dur physiquement, parce que comme tu le dis, c'est assez physique le break, tu vois. Et en fait, au début, reprendre, c'est dur, hein, tout le monde a envie d'abandonner, tu vois, à partir de ce moment-là. Mais à partir du moment où tu te sens à l'aise, ben là, tu y vas, tu vois, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, et c'est pour ça que je dis aux gens qui veulent commencer le break, faut aimer, les gars, tu vois. Si t'aimes pas, ça sert à rien d'essayer, tu vois. Enfin, si t'aimes pas te faire mal, si tu saches, tu vas avoir des cloches, tu vas te faire mal à la tête, tu vas avoir toi, tu vas t'arracher l'épaule et tout, frère, faut aimer, tu vois ce que je veux dire, faut aimer rester là, sans bouger pendant des heures, à essayer des trucs, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je me suis retrouvé dans ma génération, je me suis retrouvé tout seul, parce qu'il y a des gens, bon, à la fin, ils en avaient marre, tu vois, se blesser, se blesser, se blesser. Surtout le break d'avant, hein, tu connais, hein, tu sais, des coups de main, les gens, ils allaient, ils se butaient, ils essayaient des trucs de ouf, et puis ils étaient blessés, ils comprenaient pas, ils se reblessaient, ils comprenaient pas. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'essaie de prendre plus soin de mon corps, qui me permettent d'avoir une meilleure longévité sur le break, tu vois. Et puis voilà, les battles aussi, tu sais, quand tu vas un outbreak, quand tu vas un truc, c'est une ambiance de ouf, tu vois. Vraiment une putain d'ambiance, t'as envie d'en faire partie. T'as vraiment envie d'en faire partie. Et c'est ça qui me donne envie de continuer aussi, tu vois. Il y a vraiment des bonnes ambiances, tu vois, comme au truc là, votre battle là, Who Got the Flower, c'est une putain d'ambiance, tu vois. T'as envie d'en faire partie, t'as envie de continuer à faire partie de ce truc là, tu vois. Et de faire Aïe, vivre aïe. le truc, donc du coup, au niveau de ta personne, bah, tu te dis, écoute, franchement, t'as pas besoin d'être hyper fort, tu vois ce que je veux dire? Juste continuer, 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 continuer. Tu vois. Être constant, c'est le plus important. Bah, ouais. Et c'est quoi ton histoire d'athlète que t'as vite fait aborder? Bah, écoute, là, vous avez vu récemment, il y a le break, il a été ajouté aux Jeux Olympiques, tu vois. Ouais. Et il y a eu la confirmation en décembre dernier. Et là, il y a des fédérations qui se sont formées un peu partout. Bah, en France aussi, vous avez une fédération, chez nous, un peu partout dans le monde, là. Et j'ai pu obtenir justement le statut d'athlète de haut niveau ici en Belgique, via la fédération
française, donc le côté français-belge, parce que comme vous connaissez, vous savez, là en Belgique, on est séparés, on a un côté flamand, néerlandophone au nord et francophone au sud. Et ma ville, Bruxelles, en fait, on est entre les deux. Moi, je suis allé du côté francophone, tu vois. J'ai pu obtenir un statut d'athlète et depuis, j'ai un suivi depuis 3 mois maintenant, depuis 4 mois. Et là, j'ai un entraînement régulier depuis 3, 4 mois. Et ça va bien. Physiquement, en fait, on essaye de voir ce que ça va donner au fur et à mesure, hein, parce que tu sais, le break, aujourd'hui, si on doit considérer ça comme un sport, il n'y a pas d'articles scientifiques qui Mm. sont qui ont été écrits pour le break, tu vois. Scientifiquement, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Si, il y a des articles sur la biomécanique et tout ça, ouais, certes, mais on ne sait pas du tout comment améliorer le corps d'un breaker, ou en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Contrairement au Euh, basket, ou bien au foot, ou à d'autres sports, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, on est dans les prémices du truc. Là, on essaie de voir comment est-ce que mon préparateur physique peut améliorer ma façon de briquer à moi, tu vois. Et donc, nous, on a eu des suggestions. Avec moi, il y a Lucky, je sais pas si vous connaissez, un petit pardon. Belge qui est plutôt pas mal, B-Boy Lucky. Donc, nous, on lui a donné des suggestions. On a dit, écoute, nous, on aimerait plutôt travailler notre mobilité, tu vois, avoir une meilleure mobilité. Depuis, ben, voilà, on travaille avec un kiné pour la mobilité. Lui, notre préparateur physique, il nous a mis tout un plan programme à propos de la force et tout ça. Et ça marche plutôt bien, hein, mais c'est juste dur de s'entraîner sans compétition, quoi. Tu vois, il y a vraiment là, il y a rien. J'ai même pas juste envie de faire une compétition, j'ai envie de faire une jam où je peux danser un peu librement, tu vois, faire des petits cercles ici et là, sans me mettre de pression, tu vois. Mais là, Covid oblige, on est obligé de se retenir, hein. Tu crois que si tu te retrouvais sur une île déserte, tu continuerais la danse? Ah ouais, ça m'empêcherait de devenir cinglé. C'est la seule chose qui me garde, la seule chose qui me garde l'esprit sain, tu vois. Parce que, parce que à côté de la danse, on arrive bientôt à la fin de l'interview. On a énormément parlé de la danse, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas tu ne fais pas que ça dans ta vie. T'as un métier à côté? Non, pas encore. Je travaille à devenir web développeur. Donc là, moi, je suis Ok. étudiant. Je fais un bachelier en informatique de gestion, tu vois. J'en suis à ma 3e année. Covid oblige, bah, il y a eu des cours qui ont été annulés l'année passée. Bref, ça a été tout un bordel. Donc j'ai dû recommencer certains cours. Et en parallèle, je suis une formation de web développeur. Donc tout ce qui est intégration web, création de sites web. Voilà, pour faire simple. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment j'espère en faire mon activité. Ok, en parallèle du break. Et sinon, je fais un peu de musique, je fais un peu de guitare, je fais un peu de basket, je fais du sport. Voilà. J'essaie de m'intéresser à d'autres choses. Cool. Ok. Bravo. Et pour revenir sur un sujet que tu as vite fait aborder tout à l'heure, tu parlais de la France et qu'il y avait une nouvelle vibes, un peu un nouveau mood dans la danse française. Tu trouves qu'il y a une grande différence entre le break belge et le break français, que ce soit dans la danse, dans les mentalités, dans les events qui peuvent avoir lieu ou pas? Ouais, ouais, grave. On en parle souvent avec ma copine. Ouais. Il y a les battles comme les vôtres, comme Who Got the Flower. Tu peux pas comparer un Who Got the Flower à un B-Boy France ou un B-Boy Europe. Tu vois? C'est décalé. Tu sais, pour moi, les battles, tu sais, t'as Hip Hop Session ou Got the Flower, c'est des battles. Tu vois, il y a une vibe, il y a un vrai truc, tu vois. Tu Puis t'as les régales, tu battles fais plutôt plaisir. spectacle. T'arrives. Non, mais je dis la vérité, tu vois. Là, c'est vraiment pas pour vous saucer, je dis la vérité. T'as les battles où les gens, ils veulent voir que de la technique et de la technique. Et en fait, moi, le souci que j'ai avec la France, des fois, c'est quand j'arrive à des battles, justement, où ils veulent de la technique. En fait, ils promouvoient pas la danse. Ils promouvoient la technique. Ils veulent voir des gens, des super-héros, tu vois. Mais ils s'en battent les couilles, désolé pour ce que je dis, mais ils s'en foutent de ce que toi, tu es capable de faire. La subtilité, la recherche. Tu vois ce que je veux dire? Ils s'en foutent. Et en fait, en Belgique, on a à peu près la même chose. Tu as les battles où, tu sais, ils promouvoient un peu plus la technique, les trucs de ouf. Même si on est un peu plus ouvert. Je trouve qu'en Belgique, on est un peu plus ouvert. On est un peu plus axé sur vos battles à vous, enfin, battle côté flower, que battle français hyper, tu vois, un peu échelle battle pro et tout ça, tu vois. Et donc, du coup,
Si je dois dire, en fait, on va dire que la Belgique ressemble plus à Paris et vos environs à vous, tu vois, où on essaie de trouver un peu plus de recherche que de. Après, il y a des battles, tu sais, comme je dis, beaucoup de techniques et tout ça, tu vois. Bon, déjà que chez vous, ça se différencie, tu sais, tu vas dans le nord, il y a plus des techniciens, tu vas à Paris, c'est un peu plus artistique et axé sur l'esthétique, puis tu vas un peu plus au sud, là t'as Lyon ou c'est Saint-Étienne, là c'est technique à fond, puis tu vas un peu plus encore plus au sud, là ils sont plus dans les S, dans les subtilités et tout. J'ai remarqué ça chez vous, hein. Il y a beaucoup de styles différents quand tu vas, quand tu descends, quand tu changes de région, voilà quoi, tu vois. Après voilà, hein, c'est comme ça partout, hein. Si tout le monde dansait à peu près de la même façon, c'est un peu compliqué, tu vois. Et j'ai une dernière question avant de clore l'échange. Je suis un peu dans le même cas que toi. Tu sais, t'es un grand danseur. Je sais pas, tu fais 1 mètre combien, mais moi, en tout cas, je fais 1 m 95, tu vois. Et toi, tu m'as Un peu l'air plus grand que moi. aussi bien grand. Et, 1m80. je me demandais comment t'arrivais à t'adapter un peu à l'espace, notamment dans les cyphers et tout ça, enfin, en fait, au final, si tu fais des cyphers et tout ça, parce que genre, je sais qu'il y a des battles comme le Sun Kinsey en Espagne, je sais pas si tu connais, où les cercles ils sont Non. tellement petits, mais mec, je peux pas tendre la jambe, tu sais, genre, je touche quelqu'un, c'est un enfer, tu sais. Et du coup, je voulais savoir un peu comment t'arrivais à t'adapter. Moi, tu vois, moi, je galère. Mes frères, quand je te dis, je galère, c'est horrible. J'essaie de m'y faire, hein, mais tu sais comment j'ai peur, même quand j'ai de l'espace, j'ai peur de toucher quelqu'un. Quand j'essaie de faire des powers et tout, j'ai peur de toucher quelqu'un, frère. Mais j'y vais, en fait, je me dis que, voilà, quand il faut y aller, tu vois. T'essayes, si tu touches quelqu'un, c'est pas grave, tu t'essaieras de faire mieux la prochaine fois, tu vois. Si t'essayes d'être toujours sans défaut et de jamais aller au bout, dépasser ta limite, ça marchera pas. Si je garde en fait ces freins mentaux en tête, j'évoluerai jamais. Donc franchement, j'essaye. Si je touche quelqu'un, tant pis. Voilà. Et je me dis tout le temps, c'est tout ce que j'ai à présenter là, à l'instant, tu vois. Désolé si je maîtrise pas mon espace, ça viendra plus tard. Mais je te jure, je galère. Je te comprends. Je galère. Et le pire, c'est que quand t'es grand, t'as du mal un peu à contrôler tes jambes, tu vois, c'est chaud. C'est chaud. T'es plus vite fatigué, t'es un peu plus vite essoufflé. C'est dur d'être dynamique. En plus, quand t'es grand, c'est hyper dur d'être dynamique. Tu sais, j'ai des gens hein, sur mon Insta, là, des fois, qui m'envoient des messages qui me disent ouais, tall guy represents. Parce que ils comprennent la difficulté, tu vois. Mais après, voilà, c'est comme ça, faut faire avec, hein. C'est vrai que les b-boys, en général, ils sont assez petits. Ils sont assez petits, mais voilà, faut faire Ouais, avec. c'est vrai. Faut faire avec. Cool. Tiromana, où est-ce qu'on peut trouver, pour les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, comment tu danses, où est-ce qu'on peut trouver des vidéos de toi, comment on fait? Mon Insta, c'est juste que oui. Là, tout à l'heure, vous avez parlé de mon Insta, j'ai tout supprimé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais supprimer tout mon truc, mais là, je dois m'y remettre parce que je dois bosser mon image par rapport à ma fédération, tu vois. Donc, je vais mettre plus de vidéos, mais c'est majoritairement sur mon Insta. Facebook, tout ça, je suis vraiment plus dessus. Je compte le supprimer dans pas longtemps. Mais vraiment, mon Insta, des vidéos d'entraînement. En fait, je poste beaucoup en story. Je poste pas beaucoup sur ma truc. Je poste beaucoup de mes vidéos d'entraînement en story. Et donc, du coup, faut vraiment faut être là, quoi, quand c'est posté, parce que tu sais, ça dure 24 heures. Et puis, Ton Insta, c'est quoi le nom? c'est T-Rock, en fait, c'est TIR.CK. Voilà. Ok. La prochaine personne qu'on reçoit après toi dans Sweep, dans le podcast, c'est une danseuse debout qui est aussi chorégraphe. Elle s'appelle Mufasa. C'est une française, tu vois qui c'est? Ah, oui, 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 une métisse comme ça. Voilà. Et on a pour tradition de demander à la personne d'avant elle, donc toi, de la décrire en 3 mots. Mufasa, tu sais que je l'ai pas beaucoup vu je l'ai pas beaucoup vu danser, hein. Tu sais qu'elle est forte en hip-hop. Je l'ai pas. Une crinière de lion, ouais. Crinière de lion. C'est tout, je sais rien dire de plus. Je l'ai pas beaucoup. Crinière de lion, c'est bon, on garde, ça fait 3 mots. Et t'as le droit, voire même le devoir, de lui poser une petite question qu'on lui posera pour toi à la fin de l'interview. Qu'est-ce que t'aimerais soulever comme question ou un sujet que tu veux qu'on aborde avec elle?
Euh, Non, je peux pas poser ce genre de questions identitaires. Ouais, elle est venue en Belgique, mais une question. Ouais, bah tu sais quoi? Euh, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui Ça, m'intéresse beaucoup aux gens, donc je ça sais peut pas. être une question. Je sais que moi, perso, quand je dois poser des questions à d'autres personnes, je pense aux questions que moi, j'arrive pas à résoudre dans ma vie, dans ma danse, et je me dis, je la pose aux gens comme ça, peut-être ils vont m'aider. Donc peut-être que toi, dans ton art, dans ta danse, il y a des problématiques que tu as que tu veux qu'on aborde avec elle. Comment tu gères le burn-out en danse? Ça existe. Ça existe. Comment Carrément. tu gères le burn-out? Voilà. Ok. Ok, bah nice. On lui posera pour toi. Merci, merci Tiromana, ça faisait trop plaisir, franchement. Grave, c'était un bête d'échange. C'est trop du lourd. Vous avez trop kiffé. Et écoute, j'espère qu'on se croisera en battle un de ces quatre. Et en attendant, bonne préparation pour les JO et bonne continuation à toi. Grave. Prends Si, soin de si, toi. merci à vous. À la Bonne prochaine. continuation. Peace, les gars. Ciao. Ciao.